est un élève modèle de la nouvelle guerre du bien contre le mal. C'est évidemment le premier à s'enrôler auprès de M. Bush. Parce que dans cette affaire, évidemment, les Américains étaient tout à fait d'accord. Alors, simplement, pour vous donner encore un tout petit exemple, je vais accélérer parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais pour vous donner un tout petit exemple du fonctionnement de la France-Afrique, dans cette affaire-là, il y a eu tout un tas de mercenaires français, et ça c'est quelque chose de très inquiétant pour la démocratie, parce que tous les grands pays occidentaux, aujourd'hui, pour ne plus intervenir militairement officiellement, sont en train de développer dans des proportions considérables des sociétés de mercenaires qui pourront échapper aux lois de la guerre, mais qui sont en fait complètement contrôlées par les services secrets. Et il y a deux types de vrais faux mercenaires. Il y a eu un triplement depuis 1990 du nombre de soldats qu'on pourrait appeler des forces spéciales qui dépendent maintenant directement du commandement des opérations spéciales, le COS, qui est rattaché hors hiérarchie à la présidence de la République. Autrement dit, depuis 1990, le président de la République française dispose de sa garde présidentielle comme n'importe quel chef d'État africain. Et il peut mener des guerres secrètes, ce qu'il a fait au Rwanda et ce que Chirac a fait au Congo-Brazzaville. D'ailleurs, le ministre de la Coopération français a vendu la mèche dans une Afrique. Il a dit qu'il y a vraiment beaucoup trop de confusion au Congo-Brazzaville, parce qu'il y a quantité de mercenaires français qui ont à peine eu le temps de quitter l'uniforme qu'ils portaient hier. Parce que c'est tout simplement des militaires des forces spéciales qui se déguisent en mercenaires, qui font un intérim de mercenariat et qui porteront à nouveau leur uniforme demain. C'est quand même tout à fait gênant. Mais il y a encore pire. Il y a tous les mercenaires d'extrême droite qui sont répandus à travers toute l'Afrique et dont le vivier est constitué par la garde présidentielle de Jean-Marie Le Pen, le DPS, Département Protection Sécurité. Il y a 1700 hommes là-dedans, anciens gendarmes, anciens militaires, anciens policiers. Toutes les sociétés de mercenaires françaises recrutent parmi ces 1700 hommes. Il y a au moins une quinzaine de sociétés de mercenaires, et quand nous nous sommes plaints de la présence de ces mercenaires au Congo-Brazzaville, au ministère des Affaires étrangères, on nous a dit, mais il faut respecter la liberté du commerce. Alors, ces sociétés, pour voir un peu de quoi il s'agit, il faut que je vous raconte très brièvement l'histoire de Bernard Courcel. Bernard Courcel est un officier du plus secret des services de renseignement français, qui s'appelle la sécurité nationale ou la DPSD. La DPSD est chargée entre autres du contrôle du trafic d'armes et des mercenaires. En 1980, il démarre sa carrière avec un certain Bruno Gollnisch. Il fait une autre carrière par la suite. Bernard Courcel, chargé de contrôler les mercenaires, il crée sa société de mercenaires avec son frère, qu'on verra ensuite dans les 15 années à venir. Ensuite, il est chargé de la sécurité de l'entreprise Lucher, qui fournit des armes à l'Irak et à l'Iran pendant toute la guerre des années 80. Car la stratégie occidentale, c'était que la guerre dure le plus longtemps possible. Ensuite, je passe quelques épisodes, en 1990, il devient en quelque sorte le garde du corps de Mme Mitterrand-Bis, Anne Pajot. Mme Mitterrand-Bis était conservatrice du musée d'Orsay, et pas du Quai d'Orsay, et Monsieur Bernard Courcel a été chargé de la sécurité du musée d'Orsay. Quand on sait les dizaines de millions, pour pas dire les centaines de millions, que Mitterrand a dépensé pour garder le secret de sa vie privée, on peut difficilement imaginer un personnage plus près du cœur du pouvoir. Or, sans transition, en 1994, M. Bernard Courcel est nommé directeur de la garde présidentielle de Jean-Marie Le Pen. Il passe de Mme Mitterrand-Bis à Jean-Marie Le Pen sans transition, et pendant 6 ans, il va être le directeur de ce vivier de mercenaires, qui l'enverra un peu partout, en Afrique et ailleurs. En 1999, il devient directeur de la garde présidentielle de M. Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, qui venait de commettre une série de crimes contre l'humanité, et 2 mois plus tard, directeur de la sécurité des installations pétrolières françaises au Gabon, un poste tout à fait marginal. Donc vous voyez cette espèce de glissement entre Mitterrand, les trafics d'armes, les mercenaires, la garde présidentielle de Le Pen, la sécurité des installations pétrolières, ça a quelque chose de tout à fait hallucinant. Et vous avez peut-être vu récemment sur France 3, après un interview en Libération, qu'un repenti de chez Courcel avait expliqué que comment ils faisaient leurs coups en Afrique,
comment de temps en temps elles venaient aussi menacer des opposants en France, et comment, quand ils étaient un peu trop désœuvrés, on les envoyait dans les quartiers sensibles et brûler des voitures pour y attiser aussi un peu l'ethnisme, parce qu'il n'y a pas de raison de développer le racisme seulement en Afrique. Donc vous voyez quand même que ces mécanismes sont assez inquiétants pour la démocratie. Alors je continue dans le négatif avant de passer un peu plus dans le positif, parce qu'il faut aller au fond du négatif. Il faut quand même nettoyer un peu les esprits de ce côté-là. Alors, on prend un petit chiffon. Je passe à l'Angola. L'Angola, c'est un pays très contrasté. C'est le pays le plus riche d'Afrique. Il y a d'énormes gisements d'or noir, de pétrole. C'est l'Arabie Saoudite de l'Afrique. Des patates d'or noir, de pétrole, gigantesques au large de l'Angola. Et en même temps, c'est le pays le plus malheureux d'Afrique parce qu'il est en guerre civile depuis 27 ans. On sait aujourd'hui, c'est tout à fait prouvé, que les Américains, les Français et d'autres tenaient les deux côtés de la Russie. D'ailleurs, à elle, c'était très simple. Sirva armait les rebelles et Taralo armait les gouvernements. Donc ça pouvait durer longtemps. Un pays en guerre Put stupid volume for this stupid film. Alors, à ce niveau-là, quand il y a tant de pétrole, il faut partager les risques. On fait ce qu'on appelle des consortiums, c'est-à-dire des camemberts. Donc vous avez une grande patate d'or noir qui va produire 3-4 millions de tonnes, et vous avez ceci qui n'est pas un signe de paix, 43% pour Total Elfina, 43% pour une société anglo-saxonne, Chevron, Exxon et tout ça, parce qu'évidemment, l'opposition, la guéguerre franco-américaine ou franco-britannique, c'est de la propagande à usage subalterne. Quand il s'agit de choses sérieuses, on s'entend. Mais le plus intéressant, c'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire, il y a 10% pour une société qui s'appelle Falcon Oil. Alors, Falcon Oil, c'est M. Falcon qui a enlevé un nœud et qui a fondé une société pétrolière aux États-Unis. Il n'est pas plus pétrolier que vous et moi, mais lui, le pastroyen anti-américain, s'est installé à côté de Bush et était le plus gros contributeur de la campagne électorale de Bush. Puis à côté, vous avez une société de mercenaires israéliens, l'Efdan, et ce type de schéma, avec d'autres sociétés, vous le retrouvez dans toutes les patates d'or noir. Autrement dit, vous avez un gisement gigantesque, est inscrit pour toute sa durée de vie la fourniture de biens et services de guerre. C'est comme ça que tous les pays d'Afrique, et d'ailleurs, qui ont le malheur d'avoir du pétrole, au lieu que ça les enrichisse, ça les appauvrit, parce que la guerre est dans les gènes de l'exploitation pétrolière. Quand on a compris ça, on est obligé d'entrer dans des considérations assez inquiétantes. C'est-à-dire que, en fait, tous ces gens, les Marcani, les Falcon, les Guedalmac, les Sirva, etc., ces gens-là qui sont dans le pétrole, ils sont aussi dans les ventes d'armes. C'est pour ça que l'affaire Elf est une affaire de trafic d'armes. Pourquoi, quand on parle d'affaire Elf, c'est l'affaire des frégates de Taïwan? Mais parce que c'est exactement la même chose. Tout l'argent du pétrole, une grande partie de l'argent du pétrole, passe par les paradis fiscaux. Une grande partie passe par des circuits opaques et occultes. Or, les armes, c'est la même chose. Il y a entre 25 et 50% de commission. Tout passe par les paradis fiscaux. Et donc, puisque c'est les mêmes tuyaux, c'est les mêmes gens qui s'en occupent. Ces gens-là, ils sont à la fois dans le pétrole et dans les armes. C'est d'autant plus pratique qu'il y a une partie de l'argent du pétrole qui sert à acheter des armes. Et tout ça constitue des cagnottes considérables. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement les armes et le pétrole. Tous ces gens-là dont je viens de vous parler, ce sont soit des agents des services secrets, soit des honorables correspondants des services secrets. M. Falcon et M. Guedamac étaient protégés par la DST. M. Guedamac est aussi dans l'orbite de l'ancien KGB, du Mossad. M. Falcon est très proche des États-Unis. Tous ces gens-là, ils sont multicartes des services secrets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, depuis la guerre froide notamment, l'ensemble des services secrets de camp ont toujours eu des besoins de financement très supérieurs à ce que leur votaient les parlements. Et par conséquent, depuis toujours, ils se sont constitués des cagnottes en trafiquant, en magouillant dans le pétrole, dans les armes, mais on pourrait aussi dire les diamants, la forêt, etc. Donc vous avez une sorte de triangle. Armes, pétrole, services secrets. Et puis, en fait, quand vous regardez de près,
ça va plus loin, c'est pas seulement les armes, le pétrole et les services secrets, c'est aussi branché complètement sur les circuits de blanchiment qu'on a en Afrique, à travers la Corse-Afrique des Jeux, Paris et Casino, dont on entend parler en ce moment, et qui a les mêmes comptes en banque et les mêmes circuits, très branchés sur le pétrole aussi. Parce que depuis toujours, les services secrets, dans leurs manœuvres, vous le savez bien depuis la guerre d'Indochine qui était financée à moitié par le trafic de l'opium, vous le savez bien aussi que, je l'ai expliqué sans que Pasqua n'ait jamais osé m'attaquer en diffamation, que c'est lui qui a créé la French Connection pour faire un petit peu des bonnes œuvres des services secrets, etc. etc. C'est-à-dire qu'on arrondit les angles du côté, les magots, exactement, on arrondit les magots du côté d'un certain nombre de trafics, drogue, faux monnayage, etc., etc. Alors, tout cela, ça constitue des sommes d'argent parallèles, de manœuvres qui permettent de renverser des gouvernements, qui permettent de faire des politiques parallèles dans un certain nombre de pays, tout à fait inquiétant. Mais ce qui est encore plus inquiétant, et je vais finir par là ce que je vais vous dire sur l'Afrique avant de rebondir sur autre chose, c'est le passage de la France-Afrique à la mafia-Afrique. Parce que dans cette histoire de l'Angola, vous avez le pouvoir pour Jean-Christophe Mitterrand, 13 millions, vous avez 3 milliards pour Guédamac, 3 milliards pour Pierre Falcon, et quand vous passez à Guédamac, c'est 30, 40, 50 milliards qu'on commence à entrevoir. Pourquoi? Parce que Guédamac est en quelque sorte le représentant de cette énorme masse financière que certains appellent la mafia russe, mais qui est tout simplement le pillage de la Russie qui s'est produit en l'espace de 4 ans entre 1989 et 1993. Au moment où le mur allait s'effondrer, le KGB et la nomenclature russe, en l'espace de 4 ans, ils ont bradé à 10% de sa valeur les énormes stocks stratégiques d'aluminium, d'engrais, de diamants, de pétrole et les armes de l'armée rouge qui étaient en quantité considérable. Ils les ont vendus à 10% de leur valeur pour que la différence puisse être placée dans les paradis fiscaux en Suisse et ailleurs. Et cette somme-là, ça représente 500 milliards de dollars. Avec cet argent-là, ces gens-là qu'on appelle aujourd'hui les nomenclaturistes ont racheté la Russie et ils ont racheté une partie de la Côte d'Azur et ils ont racheté aussi une partie du pétrole en Angola. Ils ont fait un certain nombre de trafics. Ils ont même été jusqu'à racheter la plus vieille banque américaine, la Bank of New York. Alors là, les Américains ont dit stop quand même. On veut bien jouer avec vous, mais il y a des limites. On n'a pas vaincu l'URSS pour que vous veniez racheter nos banques. Donc, à ce moment-là, ils ont dit, mais les 10 milliards d'argent, les 10 milliards de dollars d'argent, ils ne seraient pas disparus par hasard? Alors, effectivement, ils étaient disparus. Et disparus par ce circuit-là. Alors, après cette sommation, dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler, un mois plus tard, le FBI a reçu l'ordre d'arrêter l'enquête sur ces 10 milliards de dollars du FMI. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que Guédamac, c'est, je vous ai dit, l'ex-KGB, le FSB, la DST, le Mossad, quelques autres services encore. Il est associé à Falcon, qui est branché sur les États-Unis, et on pourrait continuer longtemps comme ça. Donc en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer depuis 3 ou 4 ans? C'est que ces nappes souterraines parallèles gérées dans l'orbite des lobbies militaro-industriels, des pétroliers et des services secrets sont en train de s'interconnecter. On a une mondialisation des phénomènes de criminalité financière ou d'argent parallèle des différentes nationalités. Et c'est ça qui est en train de se passer à travers des personnages comme Guédamac, qui est en quelque sorte le porte-parole de la masse financière russe. Donc on s'aperçoit qu'on est en train d'assister à une espèce de prise de contrôle extrêmement dangereuse, parce que la France-Afrique, qu'est-ce que c'était? C'était une raison d'État mise en place par De Gaulle avec des pratiques de voyous, des pratiques illégales de voyous. Mais quand vous avez des gens qui pendant 40 ans font des pratiques de voyous, eh bien ils deviennent des voyous. Un Sirvin, qui est un honorable correspondant des services secrets, il dit, mais j'ai de quoi faire 20 fois sauter la République, j'ai de quoi me payer toute la classe politique, ce qu'il a fait. Donc ce n'est plus la classe politique qui commande aux services secrets, c'est ces gens-là qui se mettent à commander à la classe politique. Donc tout ça est extrêmement inquiétant par rapport à notre démocratie, outre que ça contribue à détruire l'Afrique et à lui coller des dettes qui n'ont ni queue ni tête. Bon. Mais je voudrais maintenant terminer assez rapidement en passant sur
l'enjeu politique majeur qui est derrière tout ça. Derrière tout ça, il y a d'abord le problème de l'accélération incroyable de la délinquance, de la criminalité financière, de la dérégulation financière, qui est en train de constituer un gouvernement parallèle du monde. Et une partie des événements récents s'explique aussi par cela. J'espère que certains d'entre vous ont lu Révélation ou la boîte noire, parce que tout ça est parfaitement expliqué là-dedans. En fait, tout cela, la criminalité financière, peut paraître mystérieux, mais c'est pas si compliqué que ça. En fait, qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette mondialisation négative? C'est que, autrefois, pourquoi avons-nous été capables de dilater cet espace intermédiaire, je vais y revenir tout à l'heure, de construire des biens publics en France, etc. C'est parce que quand dans un État-nation, il y a des gens qui fraudent ou qui font de l'escroquerie, la police, la justice ou le fisc a la possibilité d'aller contrôler leur compte en banque. Aujourd'hui, c'est totalement impossible dans le cadre de la mondialisation. Le juge Van Ruymbeck vous explique qu'un mafieux qui place 10 millions de dollars d'argent de la drogue en Suisse, à Genève ou à Lugano, en 24 heures, il crée 4 sociétés dans 4 paradis fiscaux, il fait 4 virements, et si un juge vient le savoir par miracle, il lui faut 1 an et demi pour remonter chaque virement. C'est-à-dire 6 ans pour remonter ce que quelqu'un a déplacé en 24 heures. Par conséquent, on est dans un système d'impunité totale. Et il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Aujourd'hui, la moitié des transactions financières internationales passent par les paradis fiscaux. 1000 milliards de dollars chaque année rentrent d'argent du crime, rentrent dans le système bancaire, y compris dans les plus grandes banques françaises. Et dans l'envers de la dette, j'explique que les 3 des principaux établissements bancaires français, le Crédit Agricole, le Société Générale, la BNP Paribas, sont profondément impliqués dans ces mécanismes de destruction de la crise. Bon. Donc, vous voyez que on est dans un mécanisme totalement dérégulé, et ce que vous explique très bien Denis Robert dans ses livres Révélation et la boîte noire, c'est que tout ça n'est pas si mystérieux que ça. On peut d'ailleurs probablement lutter contre assez facilement, parce que tout ça est rassemblé dans 2 chambres de compensation mondiales, l'une à Bruxelles, l'autre à Luxembourg, qui s'appelle Euroclear et Clearstream, et que dans ces cocottes minutes de la finance mondiale, eh bien, ils ont découvert que la moitié des comptes étaient non déclarés et étaient dans les paradis fiscaux. Autrement dit, ces chambres de compensation, qui sont des coopératives des plus grandes banques mondiales, là-dedans, il y a la moitié des comptes qui sont non déclarés. Et il y a même tout un tas des opérations qui se font par des circuits parallèles dans l'informatique de ces établissements. Alors ça, c'est à la fois tout à fait désespérant, mais c'est aussi plein d'espoir. Parce que dans l'histoire des contre-pouvoirs dont je vais commencer à vous parler, très souvent, on a retourné comme un gant quelque chose qui avait été créé par des pouvoirs ennemis. Le Parlement qui avait été créé comme Conseil du roi a été transformé en Assemblée nationale. Eh bien, ces chambres de compensation qui gèrent la finance mondiale, il suffirait d'une volonté politique européenne pour les transformer en banque centrale sous contrôle public. Et à ce moment-là, on aurait les traces de toutes les opérations de criminalité dont je viens de vous parler, et je n'ai malheureusement pas le temps de vous expliquer que nous sommes en train de découvrir, avec les gens qui se battent contre la dette, tout un tas d'instruments juridiques qui permettent de faire des procès à ceux qui ont accordé la dette, pour montrer non pas qu'il faut remettre la dette, mais que la dette est nulle, pour toutes sortes de raisons juridiques. Il y a tout un tas de précédents juridiques qui ont été trouvés et qui montrent qu'on peut tout à fait attaquer les différents éléments de la dette devant des tribunaux occidentaux et qu'on a des chances, en fonction d'un certain nombre de précédents historiques et juridiques, de pouvoir montrer que toute cette escroquerie est nulle juridiquement. Donc, là aussi, c'est l'envers de la dette. Parce qu'on ne va pas se contenter de demander la charité et l'annulation de la dette, on va pouvoir l'attaquer. Et on va pouvoir l'attaquer notamment en allant chercher les preuves de toutes ces transactions dans ces chambres de compensation qui se trouvent à Luxembourg ou à Bruxelles, sauf si par hasard elles brûlent un jour, ce qui pourrait arriver. Alors, je finis simplement sur les éléments positifs, avant de vous laisser la parole, en vous disant que dans notre histoire, on n'a pas fait que des choses négatives. En 200 ans, on a quand même été capable, et je suis obligé de caricaturer très vite pour laisser un peu de place au débat, on a été capable quand même de construire
à l'échelle nationale ou européenne, un petit peu de biens publics. En 1815, on avait à peu près 15% de biens publics en France sur un petit gâteau national, une petite production nationale brute. On avait un peu de police, la police, oui, une justice de classe, quelques routes, etc. 150 ans plus tard, 200 ans plus tard, on a à peu près 45% de biens publics. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un mouvement social, des luttes sociales, qui ont exigé de la dignité, qui ont demandé de l'éducation, de la santé, des retraites, du droit du travail, des congés payés, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un combat pour la dignité qui s'est fait difficilement sur la durée, mais qui a eu pour objectif de dire, mais attention, dans la richesse qui est produite, il y a de la richesse qui est marchande, qui est bien privée, mais il y a aussi de la richesse qui ne doit pas être de la marchandise, qui est beaucoup trop importante. C'est-à-dire ce qui nous fait exister, ce sont des choses beaucoup plus importantes que ce qui nous fait produire. Et même aujourd'hui, il n'y a plus personne à la Banque mondiale, contrairement à ce que vous croyez, qui ose défendre le principe, ou contester le principe, qu'un peuple bien éduqué et en bonne santé est plus efficace économiquement qu'un peuple malade et analphabète. C'est-à-dire qu'un niveau de biens publics suffisant est absolument indispensable, y compris pour la prospérité économique. Mais pas seulement. Tous les pays qui sont classés en tête aujourd'hui en matière de développement humain, un indice statistique qui ne comprend pas que la seule richesse économique, eh bien tous ces pays ont au moins 35 à 40% de biens publics. Donc on voit bien que ceux qui se battent pour le maintien d'un haut niveau de biens publics se battent en fait pour des biens de civilisation, des biens de dignité. Ce qui fait que dans un pays, tout le monde et tout n'est pas à vendre. C'est-à-dire que le phénomène de création des biens publics a eu aussi un phénomène de dilatation, d'expansion de la richesse globale. Et contrairement à tous ceux qui prétendaient que ce n'était pas possible de payer la santé, l'éducation, les congés payés, etc., ça a développé tout un tas d'activités qui fait qu'en fait, aujourd'hui, y compris la richesse privée, est plus importante que quand on avait moins de biens publics. Eh bien, quel est l'enjeu au niveau international? Aujourd'hui, au niveau international, on a 0,3% de biens publics à l'échelle mondiale. Quelque chose de ridicule. On va devoir, de manière absolument indispensable, si on veut combattre l'effet de serre, si on veut combattre les grandes épidémies, si on veut assurer la sécurité alimentaire, une justice pénale internationale, combattre la pollution des océans, on va devoir créer des biens publics à l'échelle mondiale, y compris aussi pour réguler la criminalité financière. En même temps, les deux jeunes Guinéens qui, en s'envolant au-dessous d'avion il y a 2 ans, ont dit aux dirigeants d'Europe, nous sommes des êtres humains, nous avons droit à l'éducation et à la santé. Ils sont morts de froid, mais ils ont été enterrés comme des prophètes dans leur pays, et c'est des prophètes. Ils ont parfaitement raison. On ne pourra pas ne pas leur donner raison. C'est inévitable. Donc, nous allons conquérir, tous ensemble, des biens publics à l'échelle mondiale. Et ça change totalement le principe de la solidarité internationale. Parce que là, ce n'est pas nous qui allons les aider à travers une espèce d'aide au développement néocoloniale, plus ou moins charitable, plus ou moins détournée. Ceux qui vont se battre pour conquérir du bien public parce qu'ils ne l'ont pas, eh bien, en fait, c'est eux qui vont nous aider. Parce que c'est eux qui vont initier un jeu à somme positive par rapport à une humanité qui aujourd'hui va droit dans le mur en confinant ses richesses à un tout petit nombre. Donc on se rend compte que la perspective d'une construction des biens publics à l'échelle mondiale, sur laquelle nous avons beaucoup travaillé et qui est beaucoup plus accessible que vous ne pensez, parce que nous avons dans notre mémoire le souvenir de la manière dont nous les avons compris. Eh bien, cette construction des biens publics à l'échelle mondiale renverse complètement la perspective de la solidarité internationale. Et à partir de là, j'en viens maintenant tout de suite à ma conclusion, si un Jean-Christophe Mitterrand, qui plaide son innocence dans tous les sens du terme, est capable de planquer 13 millions de francs en Suisse pour ne pas payer l'impôt, ça veut dire que bientôt il n'y aura plus que les pauvres et les imbéciles pour payer leurs impôts, c'est-à-dire pas grand monde. Qu'est-ce que c'est que ça ici? C'est pas la quête à la sortie des églises, c'est le fisc. Le fisc, c'est une œuvre de civilisation. Il n'y a pas de bien public s'il n'y a pas un petit peu de solidarité collective. Qu'est-ce que c'est que les paradis fiscaux? C'est la destruction du fisc, c'est-à-dire la destruction de tout ce que nous avons conquis en 2 siècles. Donc vous voyez aujourd'hui clairement
que les paradis fiscaux, ce n'est pas seulement par là que s'en va tout le sang et toute la richesse de l'Afrique, c'est aussi par là qu'est en train de se détruire tout ce que nous avons compris de notre côté. Et par conséquent, pour ceux qui avaient un petit peu perdu leur boussole en matière militante, nous savons maintenant clairement ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Si nous voulons des biens de civilisation, c'est-à-dire des biens publics, eh bien, en même temps, nous savons que nous devons combattre ce qui les détruit, c'est-à-dire la criminalité financière. Voilà. Voilà. Nous avons suivi la criminalité financière. Oui. Nous allons encore écouter ce grand homme, François Xavier. Nous allons l'écouter encore. Maître Bourdon, qui m'a défendu contre les chefs d'État, et cette association a porté plainte au nom de 7 paysans camerounais dont les plantations ont été massacrées par un exploitant forestier français. C'est extra. Et en fait, on a tout à fait le droit, puisque Rougier est de droit français. Et par conséquent, nous avons créé une association pour porter les plaintes des gens qui sont victimes au sud des sociétés françaises. Et c'est tout à fait possible. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans le même genre. Pour la première fois, un trafic d'armes a été dénoncé par un petit juge, comme on dit. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a 40 ans, Maître Jacques Vergès inventait la stratégie de rupture pour défendre les Algériens colonisés qui se battaient pour leur indépendance en disant « Nous contestons radicalement la justice française ». 40 ans plus tard, Maître Vergès a changé de camp et avec les avocats des puissants, il est obligé d'inventer une stratégie de rupture pour essayer de déstabiliser les juges, Courroy, Van Hulbeck ou les autres, qui sont en train de combattre les puissants. C'est quand même étonnant, c'est un signe d'espoir, ça. Quelque part, la justice aurait-elle commencé à changer de camp? Mais je pourrais vous donner des tas d'exemples. Il y a aujourd'hui tout un tas de procédures contre Sassou Nguesso, contre un certain nombre de dictateurs africains qui sont en train de naître à partir comment dire, des lois internationales sur les crimes contre l'humanité, des lois de compétences universelles, etc. La justice, si vous voulez, le problème, ce que je voudrais vous expliquer, mais je n'ai pas beaucoup de temps, c'est que, en fait, dans la lutte entre la mondialisation mafieuse, criminelle des puissants et la mondialisation des règles du jeu, la première, c'est comme un moteur au kérosène. C'est-à-dire, elle part à toute allure parce qu'elle saisit les opportunités. Et en fait, les gens comme vous et moi, les gens de la société civile qui se battent pour défendre un certain nombre de choses, c'est comme un moteur au diesel. Ils démarrent avec un temps de retard, ils attendent de s'apercevoir que c'est insupportable pour réagir. Mais rassurez-vous, dans l'histoire, les moteurs au diesel vont beaucoup plus loin que les moteurs au kérosène. C'est-à-dire que quelque part, ils commencent à comprendre, et je pourrais vous donner des milliers d'exemples, ils commencent à saisir les mécanismes, et à ce moment-là, la situation se retourne. Regardez tout ce qui s'est passé autour des paradis fiscaux. Il y a 3 ans, on aurait parlé des paradis fiscaux, il y a à peine un Français sur 10 qui s'appelle société. Dans 2 ans, on fait un référendum en Europe pour ou contre les paradis fiscaux. En partie grâce à vous, on gagnera le référendum contre les paradis fiscaux. J'en suis sûr, parce que leur nocivité est en train de se connaître de plus en plus grâce à des organisations comme ATTAC, dont nous sommes cofondateurs, qui font un travail assez formidable à ce sujet. Je prends par exemple le problème du scandale du non-soin des Africains malades du sida. Bon. Tout le monde pensait qu'il était impossible de faire quoi que ce soit. Le lobby pharmaceutique, c'est sans doute l'un des lobbies les plus puissants au monde en termes de corruption. Et il y a 3 ou 4 petites associations qui ont dit, mais si on prive les Africains de médicaments, ça veut dire que le lobby pharmaceutique est un marchand de mort. Et ils ont dit, marchand de mort, marchand de mort, marchand de mort, marchand de mort.
Le lobby pharmaceutique, c'est un fonds de commerce. Si lui, dont le fonds de commerce, c'est marchand de vie, on lui dit marchand de mort, marchand de mort, marchand de mort, marchand de mort, qu'est-ce qu'il fait? Il recule, il recule, il recule, et il n'a pas fini de reculer, il a commencé de reculer. On a trouvé la faille, parce qu'on a trouvé la faille dans le double langage. Autrement dit, les armes pour lutter, les armes du moteur diesel sont beaucoup plus importantes que vous ne l'imaginez et il n'y a pas lieu de désespérer et je vous assure qu'il y a en matière de justice des tas d'armes. Le comité pour l'abolition de la dette de tiers-monde a trouvé quelque chose de formidable. En 1898, en droit international, il y a eu un jugement où les États-Unis ont empêché Cuba de rembourser sa dette à l'Espagne parce que l'Espagne avait installé une dictature à Cuba et les États-Unis ont dit c'est une dette odieuse, illégitime parce qu'elle a été contractée par une dictature. Mais si on applique ce principe de droit international, il y a beaucoup de pays africains qui vont vite être libérés de leurs dettes. Or, c'est les États-Unis qui ont mis le précédent en avant. Donc, on a quand même quelques armes juridiques. Et je pourrais vous en citer des quantités comme ça. Donc, il ne faut pas du tout jeter le manche avant la poignée. Il faut se dire, on a démarré plus tard, mais regardez le forum de Porto Alegre, le forum de Davos. C'est vraiment le concentré des tâches supérieures. En 2 ans, Porto Alegre a ridiculisé Davos. Et c'est pas fini. Donc, il ne faut pas désespérer. Use it online by midnight Sunday. Just use the code HAV25. It applies to almost everything. Or you can go into store and the discount's applied automatically. And that includes in Argos and Sainsbury's Habitat. Moi, je vais d'abord répondre à ces 2 questions parce que c'est plus facile en s'en souvenant. D'où vient l'information? L'information, elle est accessible. Même les services secrets vous disent qu'il y a 90% de l'information qui vient de sources ouvertes. Il suffit de faire un travail de chercheur d'or, de dépouiller l'ensemble de la presse française et étrangère. Alors la presse française, il y a une bonne partie des informations, mais vous savez, c'est comme certains poissons dont raffolent les Japonais. Quand vous connaissez bien les désinformateurs, c'est souvent là qu'il y a la meilleure information. Donc il suffit d'isoler le poison et on trouve un certain nombre de choses. Donc vous avez toute la presse française, toute la presse étrangère qui n'a pas du tout les mêmes biais que la presse française, pas toujours. Et puis, on peut se constituer au fur et à mesure un certain nombre d'amis à travers le monde, journalistes, experts, défenseurs des droits de l'homme. Et enfin, depuis 10 ans, il y a des milliers d'Africains qui sont venus me dire ce qui se passait chez eux et qui ne pouvaient pas publier. Et quand on croise ces 4 sources, on arrive à se faire une idée assez précise quand même de la situation. Sur les causes internes, vous avez tout à fait raison d'évoquer ça parce que j'étais tellement pressé d'arriver à la fin que j'ai oublié une précaution oratoire que j'utilise chaque fois, c'est de dire que je n'allais pas beaucoup parler des causes de la responsabilité des Africains dans cette situation, non pas qu'elle ne soit pas aussi importante, mais parce qu'on vous en parle tout le temps, et qu'il me semblait utile de faire l'information, ce dont on ne vous parle pas, c'est-à-dire les responsabilités de l'extérieur. Mais ce serait évidemment une forme de néocolonialisme à l'envers que de dire que les Africains n'ont pas une part importante dans cette situation. Alors, à ce propos, je voudrais dénoncer 2 armes extrêmement importantes, 2 armes idéologiques, très importante du néocolonialisme en Afrique. Et une troisième. La troisième, c'est le mépris, mais j'en ai déjà parlé. C'est-à-dire que quand vous discutez avec des gens qui opèrent ces manœuvres de la France-Afrique ou de la mafia-Afrique, ils ont un mépris incroyable de l'Afrique, un mépris invraisemblable. Ils disent l'Afrique c'est une page blanche, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de créativité politique et culturelle, etc. Ce qui est une connerie monumentale, quand on connaît l'histoire de l'Afrique, mais en même temps, il y a un certain nombre d'Africains qui finissent par le croire. Et ça, se libérer de l'effet miroir de ce mépris, c'est un premier point extrêmement important. Le deuxième point, c'est que je vous ai expliqué qu'après la colonisation et l'esclavage, l'Afrique a hypertrophié ses solidarités de proximité. Elle doit reconstruire l'étage des règles du jeu et de l'échange et l'étage de son accès à la société monde. Or, il y a 2 idéologies qu'on inculque à l'Afrique et qui l'empêchent en permanence de sortir de là, qui la fait retomber là-dedans. C'est l'idéologie qui consiste à dire la fatalité de la corruption. Parce que s'il y a fatalité de la corruption en Afrique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de solidarité possible hors de la famille immédiate et du clan, donc que l'Afrique n'est pas capable de reconstruire des règles du jeu, et que par conséquent, elle est condamnée à être toujours dépendante et à rester enfermée dans ce réflexion. Or, il y a tout un tas de gens qui disent la corruption, c'est pas grave, c'est naturel, etc., etc. Vous savez très bien que quand je dirais, que l'Afrique a de valeurs et de traditions,
Ce n'est pas le pillage, le mensonge, etc. On apprend autre chose. Mais après ça, on vous dit, vous ne pouvez pas fonctionner à l'état supérieur sans la corruption. Tant que les Africains ne combattront pas la corruption en se disant, ce langage de corruption, c'est un langage néocolonial parfait, eh bien, il y aura beaucoup de mal à en sortir. J'en ai beaucoup discuté avec les Sénégalais qui ont réussi à renverser un système légitime, mais maintenant ils sont confrontés à leur propre problème. Comment ils vont la corruption? Parce que s'ils restent dans la corruption, ils ne s'en sortiront pas. Et le deuxième langage idéologique, c'est le langage de l'ethnisme. On vous dit, vous ne pouvez pas fonctionner en dehors des solidarités. Close the door, please. Mais si vous ne pouvez pas fonctionner en dehors des solidarités ethniques, c'est que vous n'êtes pas capable de mettre en place des règles du jeu qui permettent de les dépasser. Au Congo-Brazzaville, où il y a eu, pendant les 10 premières années, quand même un véritable effort d'indépendance. Il y a eu des syndicats qui sont créés, par exemple. Ces syndicats étaient naturellement nationaux, français. Eh bien, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent détruire les syndicats pour faire un syndicat par ethnie. Mais si on fait ça, ça veut dire qu'on enferme le pays complètement au rez-de-chaussée et on n'en sortira plus. Donc, vous voyez bien que le langage qui enferme les gens dans la fatalité de l'ethnisme, la fatalité de la corruption, est le meilleur outil du néocolonialisme pour maintenir ces pays dans la dépendance. It didn't look the most appetizing. There are lots of people commenting on this. Ashley Maiden said, I worked in the hospitality industry for years, and this is how most scrambled egg is supplied, priced, and... Alors sur le lien, ce lien je le fais dans le dernier ouvrage Noir Chirac, justement le lien entre l'approche de Bénédicte Lorraine et l'approche de la France-Afrique. C'est en fait le lien des stratégies de la guerre froide. Je n'ai pas le temps de développer ici. Disons que je préfère vous inviter à le lire parce que ce serait trop long. Je mets 100 pages à expliquer tout ça, donc ce sera vraiment trop long. Mais ce que je décris pour le pétrole est vrai de toutes les matières premières. C'est vrai du scandale abominable de la destruction des forêts équatoriales, c'est vrai des diamants, bien sûr, c'est vrai de l'uranium, c'est vrai du cacao, c'est vrai de... je sais pas moi, j'en oublie. Donc, ce système de pillage de la rente, c'est vrai de la pêche, par exemple, dans des proportions scandaleuses. Bon. Donc, ce système-là, il s'applique à toute l'exploitation rentière des richesses de l'Afrique. Et la deuxième question, c'était... Oui, sur le tribunal pénal international, je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui sont sceptiques, mais nous nous battons énormément. Non pas, je ne parle pas du tribunal pénal international de la Haye et tout ça. Je parle de la Cour pénale internationale qui va démarrer à la fin de l'année. Il faut savoir quand même, en termes de biens publics, c'est quelque chose d'essentiel. Quand il y a eu, en 1945, la réaction du monde entier après le génocide des Juifs, plus jamais ça, les pays ont été obligés de réunir la Convention de Genève contre le génocide. Et en même temps qu'ils mettaient en place cette Convention de Genève contre le génocide, ils envoyaient leurs meilleurs juristes pour la rendre inapplicable. Et donc la société civile, pendant 40 ans, a remonté la pente, et tout un tas de gens se sont battus pour qu'on rende applicables les conventions de Genève. Et finalement, il y a eu la création d'une Cour pénale internationale qui va bientôt démarrer, et que la France-Afrique a combattu avec la dernière énergie, et que les États-Unis combattent. Donc tout ça, c'est plutôt bon signe. Eh bien, pourquoi je n'ai pas, comment dire, je ne suis pas sceptique par rapport à la Cour pénale internationale? Parce que je crois à l'auto-évolution des institutions. C'est-à-dire que quand on crée une institution, au début elle est très imparfaite. Quand on a créé la justice républicaine en France, vous croyez qu'elle ne privilégie pas les riches? Elle commence toujours de manière imparfaite. Mais quand vous créez ce genre d'institution, peu à peu se décline un langage qui s'appelle le droit, et peu à peu on peut contester le droit, parce qu'on n'est plus tout à fait dans l'arbitraire, on a des procédures écrites, des procédures visibles, et donc au lieu, si vous voulez, pour résumer, c'est un peu le sous-titre de l'impunité, c'est secret et impunité. L'impunité va avec le secret. Tout ce que je vous développe ici, c'est une perspective de bien public. Les biens publics, ce n'est pas seulement des biens pour tout le monde, c'est des biens qui se débattent en public. Et par conséquent, une justice même imparfaite,
elle se débat en public. Et quand vous êtes en public, vous gagnez déjà beaucoup de choses, parce que quelque part, vous pouvez combattre l'impunité. Et pourquoi j'écris Noir Chirac? Parce que Noir Chirac est au cœur d'un certain nombre de mécanismes secrets qui lui valent toute son impunité. Et donc, l'enjeu principal, avant d'obtenir des choses, c'est de se battre contre tous les systèmes d'oligarchie qui veulent faire fonctionner l'économie et la politique dans le secret, sans parler du militaire. No, actually, I've been on both sides of the velvet ropes. I've been accepted to Beautiful People, and also recently, beginning of this year, I was rejected. But just to backtrack, Beautiful People was founded on a very basic principle of human nature, and that is that we all, at least initially, as you say, once we were someone we find attractive, it's Darwinism, it's millions of years of evolution. You don't walk into a bar or a social situation and say, look at that person's beautiful soul. Alors je voudrais vous dire que je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Tout ce que vous dites, c'est exactement le même constat que nous faisons. Je constate, je crois que vous êtes un peu plus de 200 aujourd'hui, il y a 3 ou 4 ans, il y aurait eu 15 personnes. Si vous voulez, nous devons vaincre en France quelque chose de terrible. Les Français n'ont pas plus envie de savoir les crimes qui ont été commis par la France en Afrique, des crimes abominables depuis 100 ans, que les Autrichiens de savoir qu'il y avait proportionnellement plus de nazis en Autriche qu'en Allemagne. C'est-à-dire que, quelque part, il y a une protection extraordinaire de l'ensemble des médias, de la classe politique, mais aussi des citoyens contre les mauvaises nouvelles. Je suis en train de vous apprendre des mauvaises nouvelles. Et dans un premier temps, ça fait mal d'apprendre des mauvaises nouvelles. Après ça, on a envie de se battre. Mais personne n'a envie de franchir cette étape. Donc, nous avons dû lutter pendant 10 ans contre une résistance sourde de tout un tas de gens qui voulaient dire tout ça, ça n'existe pas. Nous avons été capables d'imposer le concept France-Afrique. Aussitôt, quelques journalistes bien payés ont été envoyés dans les journaux pour dire la France-Afrique c'est fini depuis 5 ans ou 10 ans. De même que Chirac vous dit en 1995 les financements politiques c'est fini depuis 1990, en 2000 il vous dit c'est fini depuis 1995 et en 2005 il vous dira c'est fini depuis 2000. Bon, eh bien on vous dit la France-Afrique c'est fini, alors que ça dure plus que jamais. Mais ce que je remarque, c'est quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de savoir et qui commencent à sentir, comme vous le disiez très bien, que ce n'est pas seulement le malheur des Africains qui est en train de se faire, c'est notre propre malheur. Comment pensons-nous que par rapport à un continent qui va bientôt compter 1 milliard d'habitants, nous pourrons avoir des relations pacifiques si nous continuons de vendre à l'Afrique ce que nous avons à dire en termes de voyoucratie? Je crois que c'est de l'ordre de l'évidence. The problem is just in Africa for the people, but in reality, no. People as well in Europe, America. And it's true. Mais je vais les nommer, je vais vous le dire, puisque j'en ai un chapitre complet dans Noir Chirac, il y a toute une partie qui traite de ça nommément avec tous les gens. Donc si vous voulez, je n'ai pas peur de donner les noms. La Grande Loge nationale française, qui est la franc-maçonnerie la plus à droite, essentiellement, mais beaucoup plus aujourd'hui, tous les chefs d'État africains, France-africains, appartiennent à la GNF. Tous. Tous les dictateurs. Oui, tout à fait. Mais ils sont tous passés à la GNF. Et de même que les principaux responsables des services secrets, de même que les généraux qui commandent les anciennes troupes coloniales, de même que le lobby une grande partie des gens qui dirigent le lobby pétrolier, et les 3 chefs d'État qui m'ont fait un procès, Omar Bongo, Sassou Nguesso, Idriss Déby, Arkady Guédamac, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me fait un procès qui est un haut dignitaire de la GLNF, tout l'état-major de TF1, une grande partie de la presse régionale, etc., etc., font partie de ces réseaux d'initiés dont j'explique dans Noir Chirac qu'ils ont été constitués dans le cadre de la guerre froide. C'est-à-dire que quand il a fallu mettre en place des moyens de combattre le risque soviétique, il y a eu un service secret dans le service secret de la CIA qui s'est créé et qui a décidé de créer une sorte de chevalerie. Et cette chevalerie, ils l'ont recrutée à la fois dans certaines obédiences maçonniques très à droite, mais également dans les Rose-Croix, également dans les sectes de Templiers, la scientologie, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie sectaire initiée, mais qui n'est pas seulement la GNF, c'est aussi la mafia. La guerre froide s'est faite avec la mafia, que ce soit la mafia italienne ou la mafia corse. Et la mafia corse, on lui a attribué des fiefs en Afrique. Et il est en train de vouloir revenir en Corse.
il y a une difficulté importante, et là je tiens à être tout à fait précis, c'est que dans l'histoire de France, dans l'histoire de la démocratie, dans l'histoire de la République, la franc-maçonnerie a joué un rôle politique très important. Beaucoup des institutions républicaines, y compris de la construction du bien public, s'est fait à cause, j'allais dire, de la partie positive de l'humanisme franc-maçon. Or, ce que j'explique dans Noir Chirac, c'est que, en fait, comme il y a une partie secrète et initiatique, c'est une tentation extraordinaire pour les services secrets de tenter de dévoyer cette partie-là pour faire le secret du secret. Et c'est comme ça que dans l'histoire de la franc-maçonnerie, très souvent, il y a eu des responsables des services secrets qui sont devenus grands maîtres. Il y a eu Baroin, il y a eu récemment Guglielmi, etc., etc. Et comme vous l'expliquez, l'ancien patron de la DGSE, M. Marion, a dénoncé un système... Excusez-moi. Voilà. Nous avons suivi ce grand homme, la mafia. Oui. Il faut faire souffrir les individus. Les êtres humains doivent souffrir. Mais est-ce que c'est normal? Non. Au XXIe siècle, en Afrique, des gens n'ont pas l'eau potable. C'est aberrant. Au XXIe siècle, en Afrique, il y a pas mal de familles qui meurent. Manque de nivaquine, aspirine, manque des soins convenables. Les hôpitaux, il n'y a pas. Le travail, il n'y a pas. La pauvreté fait que s'augmenter. Mais pendant ce temps, il y a toujours des bonnes paroles. L'Afrique, le berceau de l'humanité. Mais moi, je dirais plus jamais encore l'Afrique, le berceau de l'humanité. Je dirais l'Afrique, le cauchemar de l'humanité. L'Afrique est le cauchemar de l'Afrique. L'humanité, oui, c'est bien l'Europe, les États-Unis, mais l'Afrique est le cauchemar de l'Afrique. Les biens que l'Afrique égorge n'en profitent pas à l'Afrique. Il y a un problème. Qu'est-ce que l'homme noir a fait à l'homme blanc? Car mes arrière-grands-parents maternels, ce sont des blancs, des Gaulois. Et je me pose la question, qu'est-ce que nous, peuple africain, avons fait aux Gaulois? Pourquoi les Gaulois font au XXIe siècle des massacres d'atrocités en Afrique à cause de nos minéraux? Il y a un problème. Il y a un problème. Ils ont tué le roi de France hier. La place de la Concorde, ça s'appelait avant la place de la guillotine. L'histoire, c'est important de la connaître. Il y a eu pas mal de Français qui se sont mis debout pour combattre le système monarchique, car le système du roi, il voulait tout prendre pour lui. Mais aujourd'hui, est-ce que la République donne tout aux enfants en France? Non, la République, elle est plus dangereuse que le royaume. Le roi de France, oui, le roi de France, ils l'ont décapité. Mais est-ce que la République, elle est meilleure que la royauté d'hier? Elle est plus dangereuse, parce que dedans, il y a toute une mafia. La France-Afrique. Et la France-Afrique est un virus plus dangereux que Ebola, plus dangereux que le sida, plus dangereux que le paludisme. La France-Afrique tue des gens, famine, pas d'eau potable, pas d'électricité. Mais il y a un problème. L'Afrique détient de l'or, l'Afrique détient le diamant, cobalt, toutes sortes de minéraux. Mais les Africains souffrent. Il y a des femmes en Afrique
qui se lavent chaque 3 jours parce qu'il n'y a pas d'eau. Imaginez. Imaginez. Et une femme, quand elle a ses périodes de règles, elle doit se laver 3-4 fois. Mais imaginez, quand il n'y a pas d'eau dans les robinets, imaginez, il y a des femmes qui font des distances de kilomètres pour aller chercher de l'eau. Mais il y a un problème. Il y a des femmes qui se lèvent à 3 heures du matin, 2 heures du matin pour aller chercher l'eau. Il y a un problème. L'Afrique va mal, hein? Et la mafia, vous avez des dictateurs, ils voyagent avec des avions privés, des avions camouflage. Vous voyez un avion comme ça, c'est tout blanc, il n'y a pas des écrits, mais le dictateur se trouve dedans. Et il va où? Il va soit aux États-Unis, soit au Canada. Tous les dictateurs, ils font ça. Parce que quand ils vont avec leur avion, hein, République du Congo, les gens sauront que 8% est dedans. République du Congo, ils seront. Hein, RDC. S'ils voyagent avec l'avion, les gens seront. Donc ils voyagent eux tous avec des avions de camouflage. Et les recherches, c'est important de faire des recherches. Parce que moi, je fais des recherches contre ce système de dictature. Les systèmes de dictateurs qui appauvrissent les populations en Afrique. Je suis en Europe. Si j'étais une personne égoïste, est-ce que j'allais parler de tous ces genres de sujets? J'allais, pour moi, chercher à m'enrichir. Mais je suis là pour parler des autres. Parce que ça me fait mal. Et Dieu m'a donné cette énergie d'être debout pour les autres. Voilà pourquoi tous ceux qui vont tendre des pièges à mon égard, ils ne vont jamais réussir. Nous devons tout faire pour en découdre avec le système capitaliste. Car le système capitaliste est égal destruction de tout individu en Afrique. L'immigration, le système immigratoire, les migrants qui sortent de l'Afrique, ils se retrouvent bloqués en Libye, bloqués au Maroc, bloqués en Égypte. Et il y a pas mal qui sont massacrés pour les trafics d'organes. La femme en Afrique est devenue une arme de guerre des viols. Les enfants sont devenus des enfants exploités pour les champs miniers. Mon Afrique va mal. L'homme blanc a fait l'esclavagisme. Il n'a jamais eu à assumer, à payer ce qu'il a fait du mal à l'Afrique. Et les Africains font comme si c'était rien. Et aujourd'hui, l'homme blanc se dit, il peut commettre encore d'autres bavures, il n'y aura rien. Mon Afrique va mal. Oui, très mal. Et avec ça, il y a pas mal qui disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Non, l'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité. L'Afrique, elle est son propre cauchemar. Et surtout en Afrique, nous avons beaucoup de traîtres. Pas mal de traîtres qui se trouvent en Afrique. Pas mal de traîtres qui se trouvent dans le combat que nous nous sommes levés. Il y a pas mal de traîtres. Il y a des gens, ils ont mis des tenues en se faisant passer pour des combattants, mais ce n'est pas des combattants. Ce sont des gens excessivement dangereux. Et moi, je les connais. Des gens que moi, je me suis levé pour Laurent Gbagbo à la CPI, Blé Goudé, ainsi que tous ceux qui sont emprisonnés. Mais certains se sont dit, vu ils sont en infiltrage avec Alassane Ouattara, qu'ils peuvent avoir ma tête. Mais jamais, jamais,
Je suis un Bakongo, un Lahari. Jamais. Jamais. Je ne suis pas né en Côte d'Ivoire. Et personne n'aura ma tête. S'ils croient avoir ma tête, ils vont attendre longtemps. Jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Ou Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre. Vous allez voir quand je serai à Paris, tremblement, tremblement. Parce qu'il y aura de ces vérités qui vont sortir à Paris. Il y en a marre. Il y en a marre. Je comprends pourquoi Patrice Lumumba a été tué. Je comprends. Et pas mal qui se sont levés dans le combat de l'Afrique devront excessivement faire attention. Tous ceux qui se sont levés contre les dictateurs doivent faire attention. Que Dieu nous aide. Nous allons écouter quelque chose et je vais clôturer ce direct. Je vous souhaite de passer une excellente bon après-midi et à bientôt. Nous allons écouter ceci. Bye bye. Non. Faisons attention. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village d'Ongili, elle commandantait le maréchal Neng Congo.